La plupart des gens pensent que les sous-marins nucléaires sont sûrs une fois qu'ils coulent. Ils supposent que l'océan profond fige tout dans le temps. C'est un mensonge. Des scientifiques ont récemment abaissé un véhicule télécommandé vers l'épave du K-278. Ce qu'ils ont vu sur l'écran les a glacés. Un évent sur le côté du sous-marin émettait un étrange nuage. Lorsqu'ils ont testé le haut, les chiffres étaient hors normes. Cette découverte nous oblige à regarder chaque autre épave dans l'océan différemment. La bombe à retardement a officiellement commencé à tic-tac. La fuite qui change l'histoire. L'histoire officielle dit qu'un court-circuit électrique dans le 7e compartiment a déclenché l'incendie. Mais voilà le problème. Tout le monde n'achète pas cette histoire. Vous voyez, le Komsomolets était en mission pour battre des records. Il poussait les limites, plongeant plus profondément et allant plus vite que n'importe quel bateau avant lui. Et c'est là que commencent les théories folles. Une théorie dit que le feu n'était pas un accident du tout. Certains experts murmurent que le sous-marin testait une nouvelle arme hautement expérimentale. Peut-être un torpille avec un carburant bizarre, quelque chose d'instable. Un carburant qui s'enflammait quand il ne le devait pas. D'autres croient que le sous-marin ne s'est pas seulement enflammé, il a été chassé. Ils pointent le fait que c'était au plus fort de la guerre froide. Un sous-marin en titane top secret tout seul dans les profondeurs était la cible parfaite. La théorie dit qu'un sous-marin chasseur américain ou britannique le suivait, s'est approché trop près et les deux machines se sont heurtées dans l'obscurité. L'impact a déclenché le feu qui a condamné le navire. Quelle que soit la cause, le résultat a été un véritable cauchemar. Les systèmes électriques ont échoué. Les réservoirs qui aidaient le navire à flotter ne fonctionnaient pas. L'équipage a lutté contre le feu pendant 6 heures dans des conditions brutales. Ils ont refait surface, mais le feu était trop intense. Le Submarine, symbole de la puissance soviétique, a glissé sous les vagues et a plongé à plus d'1 000, presque 5 500 pieds, jusqu'au fond de l'océan. C'était une tragédie. Et pendant 30 ans, c'est tout ce que c'était. Une triste histoire et un mémorial. Mais voici le hic. Le Komsomolets n'était pas seulement un sous-marin, c'était un transporteur d'armes nucléaires. Au fond de cette épave assis dans l'obscurité se trouve un réacteur nucléaire de 146 MW. Et ce n'est même pas la pire partie. La partie folle, c'est qu'il transporte également 2 torpilles à tête nucléaire. Ces torpilles ne ressemblent pas à celles des films. Elles n'ont pas seulement de l'uranium, elles contiennent quelque chose de bien pire. Du plutonium. Chacune est chargée d'environ 28 livres. Le plutonium est l'une des substances les plus toxiques connues de l'homme. Une seule particule, si vous l'inhaliez, suffit à mettre fin à votre vie. Et maintenant, il y a des livres de ce matériau reposant sur le fond marin. Pendant des années, les scientifiques ont dit que tout allait bien. L'eau est trop profonde. L'eau est trop froide. Ils ont dit que le plutonium est stable. Mais tout le monde n'était pas convaincu. Les Norvégiens, dont la côte est juste là, étaient inquiets. Alors en 2019, une mission conjointe a fait quelque chose de nouveau. Ils ont envoyé un robot télécommandé à la pointe de la technologie vers l'épave. Ils allaient enregistrer ce qui se passait vraiment. Les premières images étaient troublantes. La peau en titane censée être à l'épreuve de la rouille était couverte de dommages. Mais ensuite le robot s'est approché d'un tuyau de ventilation, une petite ouverture sur le côté du sous-marin. Ce qu'ils ont vu les a glacés. Un étrange nuage trouble s'échappait du tuyau comme de la fumée d'une cheminée. Les capteurs du robot s'emballaient. C'est l'enregistrement qui change tout. Ils ne faisaient pas que le voir. Ils le mesuraient. Ils ont pris des échantillons. Et quand ils ont ramené ces échantillons au laboratoire, les chiffres étaient incroyables. Les niveaux de radiation à l'intérieur de ce nuage étaient jusqu'à 1 million de fois plus élevés que ceux de l'eau de mer normale. Laissez cela vous imprégner. Pas le double. Pas 100 fois. 1 million de fois. Le principal coupable est un élément désagréable appelé césium-137. C'est la même substance qui a empoisonné le sol autour de Tchernobyl. Elle pénètre dans l'eau, elle pénètre dans le plancton. Le plancton est mangé par de petits poissons, les petits poissons sont mangés par de gros poissons, et les gros poissons finissent sur les assiettes. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que cette découverte change la donne. Elle prouve que l'épave n'est pas stable. Le plutonium dans les torpilles se décompose. L'eau salée ronge le sous-marin et le poison s'échappe. Les bouffées de radiation se produisaient à cause des courants océaniques qui chassaient le poison hors de l'épave par à-coups. Et cela conduit à une autre théorie folle. Certaines personnes murmurent à propos d'une substance mythique de la guerre froide appelée mercure rouge.
C'était censé être un matériau secret utilisé dans les déclencheurs pour des dispositifs nucléaires. De nombreux experts disent que c'était une arnaque, une fausse histoire pour tromper les espions, mais d'autres ne sont pas si sûrs. Et si les torpilles avaient un nouveau déclencheur expérimental? Et si le mercure rouge était réel et que c'était ce matériau inconnu qui réagissait avec l'eau salée d'une manière si violente, cela expliquerait pourquoi la fuite est si puissante. Voici donc le problème. Le Komsomolets est une bombe à retardement. Les scientifiques de la mission étaient stupéfaits. Ils ont dit qu'ils n'avaient jamais vu des niveaux aussi élevés provenant d'une épave. Cela prouve que l'approche loin des yeux, loin du cœur est un échec total. L'épave est un générateur de pollution radioactive, et elle a pompé silencieusement cela dans l'un des terrains de pêche les plus importants du monde. La question n'était plus de savoir si cela fuirait, mais au moins c'était un accident. Remorqué vers la destruction dans une tempête, le sous-marin a été perdu dans un combat héroïque. Mais qu'en est-il des autres épaves, celles qui n'étaient pas des accidents? Vous voyez, ce qu'ils ont enregistré du Komsomolets était un signal d'alarme. Cela a incité les scientifiques à reconsidérer toutes les autres pièces de ferraille nucléaire soviétiques éparpillées dans l'Arctique. Et ce qu'ils ont trouvé était à bien des égards encore pire. Bienvenue dans les mers de Baran et de Kara. C'est l'arrière-cour gelée de la flotte nordique soviétique. Pendant la guerre froide, ils ont traité cet endroit comme une décharge nucléaire. Selon des rapports officiels, les soviétiques ont intentionnellement coulé 19 navires chargés de déchets radioactifs. Mais ce n'est pas tout. Ils ont également déversé 17 000 conteneurs de déchets radioactifs. Et tenez-vous bien, 16 réacteurs nucléaires. 16, beaucoup d'entre eux sont encore pleins de combustible nucléaire usé. Ils les ont juste laissés tomber dans l'océan. Le plus célèbre d'entre eux n'est pas un sous-marin, mais il provient d'un. C'est le réacteur du K-27. C'est déjà un du K-27. C'était un sous-marin expérimental précoce. Son réacteur a été un échec total. Il était refroidi par un métal liquide, pas par de l'eau, et il se dégradait constamment. En 1968, il a eu un terrible accident qui a libéré des radiations et a rendu l'équipage malade. Les soviétiques ont essayé de le réparer pendant 10 ans, mais ils n'ont pas pu. Alors en 1982, que faisaient-ils? Ils ont simplement remorqué tout le sous-marin jusqu'à un endroit qui n'avait que 100 pieds de profondeur et l'ont coulé intentionnellement avec ses 800 livres de combustible d'uranium hautement enrichi encore à l'intérieur. Mais pourquoi l'histoire officielle est qu'il était trop coûteux et dangereux de le démonter, mais la théorie sauvage est beaucoup plus sombre? Ce réacteur à métal liquide n'était pas seulement un échec, c'était un monstre. Il était si instable, si imprévisible que l'équipage l'avait surnommé le poisson d'or, un nom sarcastique pour quelque chose qui leur coûterait tout. La théorie dit que les soviétiques ont réalisé qu'ils n'avaient pas seulement construit un mauvais réacteur, ils avaient construit une bombe. Un système si volatile que toute tentative de le démonter sur Terre pourrait déclencher une énorme explosion. Le couler dans la mer de Kara, peu profonde et isolée, était le seul moyen pour eux de s'assurer de cacher leur erreur, la dissimulant à leur propre peuple et à l'Occident. Pendant des décennies, cela aussi a été ignoré. Mais chez les nouvelles données des profondeurs ont fait paniquer tout le monde au sujet du K-27. Si les épaves profondes fuient, que se passe-t-il avec le K-27 dans les eaux peu profondes où des tempêtes peuvent l'atteindre? Les scientifiques croient que le réacteur est prêt à exploser. Ils disent qu'une réaction en chaîne nucléaire pourrait redémarrer sous l'eau, déclenchant une énorme explosion de vapeur et de radiation. Ce serait un véritable Tchernobyl sous-marin. Mais l'histoire de ce cimetière arctique devient encore plus sombre. Avançons jusqu'en 2003. La guerre froide est depuis longtemps terminée. La Russie essaie de redresser la barre en partie avec de l'argent américain. Ils ont toute une flotte de vieux sous-marins rouillés et dangereux des années 60. L'un d'eux est le KAS-159. Il a été retiré du service pendant 14 ans rouillant simplement à un quai. Ces réacteurs sont arrêtés, mais ils sont encore pleins de combustible nucléaire usé. Environ 800 kg, c'est presque une tonne de la substance la plus dangereuse sur Terre. Le plan était de remorquer le KAS-159 vers un chantier naval pour le démonter. Mais dans un mouvement qui laisse encore perplexes les experts, ils ont décidé de remorquer cette épave fuyante de 70 ans à travers la mer de Barents en pleine tempête. Et ils l'ont remorquée en utilisant de vieux pontons qui flottaient à peine. C'était une recette pour le désastre. La tempête a frappé. Les pontons se sont détachés. Le sous-marin a commencé à prendre l'eau. Au milieu de la nuit, le sous-marin, avec son équipage de 10 hommes, a coulé. Il est descendu à plus de 800 pieds de profondeur. 9 des hommes n'ont pas survécu. Cela semble être une histoire de négligence criminelle pure, et c'est le cas. Mais il y a une théorie plus folle, une plus cynique. Et si le naufrage n'était pas un accident, réfléchissez-y.
La Russie était payée par des partenaires internationaux pour démanteler ces vieux sous-marins. Mais que se passerait-il si le coût réel du démantèlement du K-159 était supérieur à l'argent qu'il recevait, et si le sous-marin était si fuyard, si irradié que les démolisseurs refusaient de le toucher? La théorie est que le naufrage était un accident intentionnel, un moyen pratique de faire disparaître un problème de plusieurs milliards de dollars. Ils peuvent garder l'argent de nettoyage et le sous-marin s'était maintenant au fond de l'océan où il est trop coûteux de le récupérer. C'est une idée sombre, froide et terrible. Mais cela expliquerait comment un plan aussi stupide, remorquer une épave dans une tempête, a pu être approuvé. Voici donc le problème, les enregistrements de l'Arctique ne proviennent pas seulement d'un sous-marin, ils constituent de réalité une véritable bibliothèque de désastres. Vous avez le Komsomolets qui fuit activement du plutonium, le K-27 coulé intentionnellement et menaçant d'exploser, et le K-159, une épave toxique créée par une pure négligence moderne. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que ces trois épaves à elles seules contiennent plus de radioactivité à longue durée de vie que tous les déchets radioactifs jamais déversés dans l'océan par tous les autres pays réunis. Et ce n'est que l'Arctique. Le problème de l'autre côté du monde dans le Pacifique est d'une toute autre ampleur. Mais attendez de voir ce qui se passe près de la ville. Une fuite lente dans le port. Ce n'est pas si simple. La menace dans le Pacifique n'est pas profonde, elle est large. C'est là que des centaines de sous-marins vont rouiller. Si l'Arctique abrite quelques épaves très dangereuses, le Pacifique abrite une flotte d'entre elles. Nous parlons de Vladivostok, le principal port de la Russie, sur l'océan Pacifique. Sur les côtes tranquilles près de cette ville, l'eau a l'air ordinaire. Mais juste sous la surface se trouve quelque chose qui n'était jamais censé rester aussi longtemps. Les habitants l'appellent le cimetière des sous-marins. Ce n'est pas une seule épave, c'est une ligne de conserve. Un endroit où l'Union soviétique a envoyé ses vieux sous-marins désaffectés en attente de leur tour pour être démantelés. Mais voici le hic. L'Union soviétique s'est effondrée en 1991 et l'argent pour démanteler ces sous-marins a tout simplement disparu. Donc, pendant plus de 30 ans, cette flotte fantôme est restée là. Nous parlons de dizaines d'épaves. Certains rapports disent que plus de 100 sous-marins ont été laissés ici. Ils sont regroupés dans des baies peu profondes attachées à de vieux quais, ou simplement à moitié coulés dans la boue. Des images satellites montrent une scène véritablement post-apocalyptique. Vous voyez des coques en métal rouillées, des tours dépassant de l'eau à des angles étranges et des ponts couverts de mauvaises herbes. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que ce ne sont pas des tubes vides et inoffensifs en acier. Beaucoup de ces sous-marins étaient propulsés par des réacteurs nucléaires et le processus pour les arrêter était un véritable désastre. Le défi est énorme. Arrêter un sous-marin nucléaire en toute sécurité signifie retirer le combustible du réacteur. C'est un travail complexe, dangereux et coûteux. Vous devez manipuler les barres de combustible radioactif, les mettre dans des conteneurs sûrs et les stocker. Mais dans le chaos des années 90, ce processus s'est tout simplement arrêté. Tant de ces épaves rouillent dans des eaux peu profondes et ont encore leur réacteur nucléaire à l'intérieur. Certains peuvent même encore contenir du combustible nucléaire usé. Il reste quand cela en train de se corroder dans l'eau salée juste à côté d'une ville de plus de 600 000 habitants. Et c'est là que le mystère s'approfondit. Les enregistrements ici ne sont pas seulement des photos satellites. Ce sont des murmures d'une nouvelle menace. Une théorie folle circule. Et si ces sous-marins n'étaient pas seulement ignorés, et s'ils étaient dépouillés, réfléchissez-y. Un cimetière de technologie nucléaire sans surveillance. La théorie est que des États voyous ou même des groupes terroristes utilisent cette flotte fantôme comme un magasin de pièces envoyant de petites équipes de plongée secrètes en pleine nuit. Elles ne voleraient pas tout le réacteur, mais que diriez-vous des composants des pompes spéciales du blindage des systèmes de contrôle, ou pire, et s'ils s'entraînaient à démonter un réacteur nucléaire en utilisant ces épaves comme terrain d'entraînement avant de s'attaquer à un réacteur en fonctionnement? C'est une pensée terrifiante. Ces épaves ne sont pas seulement une décharge toxique, elles sont une université potentielle pour les terroristes nucléaires. Et tenez-vous bien, le danger n'est pas théorique. Cette zone exacte a une histoire. En août 1945, dans un chantier naval de la baie de Chajma, juste à côté de Vladivostok, une opération de ravitaillement de routine a mal tourné. Ils travaillaient sur un sous-marin nucléaire. Les techniciens ont fait une erreur. Une chaîne d'échecs a conduit à une réaction en chaîne nucléaire incontrôlée à l'intérieur du réacteur. Le résultat a été une énorme explosion thermique.
La détonation était si puissante qu'elle a fait exploser le couvercle du réacteur de 20 tonnes droit dans les airs. Une colonne de matériel radioactif a été projetée à des milliers de pieds dans le ciel. L'explosion a instantanément mis fin aux vies de 10 marins. Des dizaines d'autres ont été gravement blessés. Un incendie a fait rage pendant des heures, répandant plus de contamination. Un nuage radioactif a dérivé sur la terre et l'eau. Le chantier naval, les quais et les collines environnantes ont tous été empoisonnés. Pendant des années, les Soviétiques ont gardé cela secret. C'était l'un des pires accidents nucléaires de l'histoire navale. Un petit Tchernobyl dont la plupart du monde n'a jamais entendu parler. L'histoire officielle était une violation des procédures de sécurité. Mais la théorie sauvage dit que ce n'était pas juste un accident. C'était une expérience. La théorie dit que le réacteur de ce sous-marin était intentionnellement soumis à des tests de résistance. Les ingénieurs le poussaient délibérément pour voir combien de puissance ils pouvaient en tirer. Ils traitaient un réacteur nucléaire en fonctionnement comme un moteur de voiture de course et ça a explosé en leur visage. Les 10 hommes qui ont péri n'étaient pas seulement des victimes d'un accident, ils étaient des victimes d'une expérience secrète imprudente. Voici donc le problème. Le cimetière des sous-marins de Vladivostok se trouve juste au-dessus d'une zone de contamination connue. Les enregistrements ici proviennent des marins qui ont survécu à la baie de Chajma, des habitants qui murmurent à propos de la flotte fantôme et des photos satellites qui prouvent que les épaves sont toujours là. Le problème est le retard. La Russie a tout simplement hérité de trop de sous-marins et n'avait pas d'argent pour les nettoyer. Et tandis que tout cela concernait l'environnement, il y avait une épave soviétique dont les enregistrements n'avaient rien à voir avec la radiation et tout à voir avec les espions. La tromperie de l'explorateur Glomar. Cette histoire est différente. Elle ne concerne pas la radiation qui fuit. Elle parle d'espions essayant d'entrer. L'enregistrement dans ce chapitre est la vidéo réelle, le film et les secrets que la CIA a extraits d'une épave soviétique. Et c'est l'une des opérations secrètes les plus folles et les plus coûteuses de l'histoire. L'année était 1968. La guerre froide était à son apogée. Un sous-marin soviétique de classe Golf II, le K-129, était en patrouille au milieu de l'océan Pacifique. Ce sous-marin transportait 3 missiles balistiques armés de têtes nucléaires. Et puis, un jour, il a tout simplement disparu. Il a cessé de faire des rapports. Les Soviétiques l'ont cherché, mais le Pacifique est un grand endroit. Ils ne pouvaient que pas le trouver. Il était parti. Mais voici le hic. Les Américains l'ont trouvé. La marine américaine avait un réseau de postes d'écoute sous-marins. Ils ont entendu un bruit étrange, une implosion, et ils ont compris à peu près où le sous-marin avait coulé. Ils ont envoyé l'un de leurs propres sous-marins, l'USS Halibut, pour le retrouver. Et il l'a fait. Le K-129 reposait sur le fond de l'océan à 3000 de profondeur. C'est 16 000 pieds. Donc voici le problème. Un sous-marin nucléaire soviétique complet avec des missiles, des livres de code et des machines de cryptage reposait sur le fond marin. C'était une mine d'or du renseignement. Le problème, c'est qu'il était à 3 miles de profondeur. On ne peut pas simplement envoyer un plongeur. Aucune machine sur Terre ne pouvait soulever quelque chose d'aussi lourd de cette profondeur. Alors la CIA a fait ce que la CIA fait. Ils en ont construit une. Ils ont lancé le projet Azorian. Et ils avaient besoin d'une histoire de couverture. Une grande. Ils se sont donc tournés vers le milliardaire le plus célèbre et le plus étrange du monde, Howard Hughes. L'histoire était que Hughes allait miner le fond de l'océan pour des nodules de manganèse. C'était une idée futuriste folle. Ils ont construit un énorme navire de 600 pieds appelé le Hughes Glomar Explorer. Il avait une gigantesque piscine au milieu et une immense griffe de la taille d'un gratte-ciel conçu pour être abaissé au fond de l'océan. La presse et les soviétiques y ont cru. Tout le monde pensait que Hughes était simplement excentrique, encore une fois. Mais l'explorateur Glomar n'était pas destiné à l'exploitation minière. C'était un navire de récupération haute technologie. En 1974, 6 ans après le naufrage du sous-marin, le navire a navigué vers le site de l'épave. Ils ont abaissé la gigantesque griffe, un engin qu'ils appelaient Clémentine, à 3 miles de profondeur. Ils ont trouvé l'épave. Ils se sont accrochés au sous-marin et ont commencé à soulever ce que la plupart des gens ne réalisent pas, cela a presque fonctionné. L'histoire officielle est qu'ils ont réussi à remonter le sous-marin à mi-chemin, mais ensuite, la vieille peau métallique endommagée n'a pas pu supporter la pression. La griffe a échoué, environ 2/3 du sous-marin se sont détachés et sont retombés au fond de l'océan. Mais la CIA a récupéré un tronçon de 40 pieds de la proue. Et qu'y avait-il à l'intérieur ? C'est là que les enregistrements entrent en jeu. La CIA a filmé tout.
Ils ont récupéré les corps de 6 marins soviétiques qu'ils ont ensuite enterrés en mer avec tous les honneurs militaires, une vidéo qu'ils ont ensuite remise aux Russes. Mais ils ont également mis la main sur 2 torpilles à tête nucléaire. Ils ont récupéré du matériel sonar. Ils ont obtenu des manuels techniques. La seule chose qu'ils n'ont pas obtenue, c'est le prix, les missiles et la salle des codes qui se trouvaient dans la section qui s'est détachée. C'est l'histoire officielle. Maintenant, passons aux théories folles. Théorie numéro 1. L'histoire de Ça s'est brisé est un mensonge. C'est la deuxième histoire de couverture. La vraie histoire, selon la théorie, est que le Glomar a récupéré l'ensemble du sous-marin, ou du moins la section entière qu'il voulait de la partie avec les missiles et la salle des codes. Qu'ont-ils trouvé quelque chose de si grand, si secret, qu'ils ont dû prétendre que la mission était un échec? Peut-être la preuve que les missiles du sous-marin étaient dirigés vers la Chine et non vers les États-Unis. Ou peut-être ont-ils trouvé quelque chose qui n'était pas soviétique. Théorie numéro 2. Celle-ci est déroutante. Et si le K-129 n'était pas en patrouille normale, et s'il s'agissait d'un sous-marin renégat, certains chercheurs ont assemblé une histoire folle. Le sous-marin a été secrètement pris en charge par une faction renégate du KGB. Leur plan était de naviguer vers Hawaï et de lancer un missile nucléaire sur Pearl Harbor. Ils voulaient déclencher la Troisième Guerre mondiale et faire porter le chapeau à la Chine. Le sous-marin a coulé avant qu'il ne puisse le faire. Si cela est vrai, ce que la CIA a vraiment récupéré n'était pas seulement un sous-marin, c'était la preuve d'un complot qui a presque mis fin au monde. Théorie numéro 3, c'est la plus sombre. Le K-129 n'a pas coulé à cause d'un accident. Il a été coulé par un sous-marin américain. La théorie pointe vers l'USS Swordfish. L'histoire dit que le Swordfish suivait le sous-marin soviétique. Il y a eu un accident, une collision ou peut-être même un lancement de torpilles délibéré. Le K-129 a été détruit. Dans cette théorie, le projet Azorian n'était pas une mission de renseignement, c'était une couverture. La CIA devait atteindre l'épave à 3 miles de profondeur pour récupérer sa propre torpille. Alors qu'en pensez-vous? Ces épaves ne sont-elles que de l'histoire tragique ou sont-elles une menace active que nous ignorons jusqu'à ce qu'il soit trop tard? Quelle théorie sur le cas 129 croyez-vous? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus d'histoires qu'ils ne veulent pas que vous sachiez.